Bonjour, bienvenue, merci d'être si nombreuses et si nombreux ici au Forum des lecteurs de la Foire du Livre de Brive avec nos amis de Corrèze Télévision. Téléphone éteint bien évidemment sur portable, nos invités aussi j'imagine, comme ça nous serons tranquilles et entre nous pendant 40-45 minutes pour un club de la presse avec trois invités de renom et de marque, trois journalistes au parcours différents mais qui ont traversé les mêmes décennies et qui portent chacun leur propre regard sur le métier. Jean-François Kahn qui publie 2 volumes pour raconter ses mémoires d'outre-vie aux éditions de l'Observatoire, si je le mets à l'endroit c'est quand même un peu mieux. Anne Fulda qui dirige un ouvrage sur des portraits de femmes, femmes d'État, l'art du pouvoir, qui est paru aux éditions Perrin Le Figaro. Et Robert Namias qui a choisi, lui, le polar pour évoquer le journalisme Mortelle Comédie aux éditions de l'Observatoire. Anne Fulda, je vais commencer par vous. Pour nous évoquer ces femmes, vous côtoyez de longue date les dirigeants politiques. Vous avez consacré des livres à plusieurs d'entre eux, il est vrai. Et cette fois-ci, vous présentez des femmes de pouvoir depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est votre 2e livre autour des femmes de pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer par ce voyage dans l'histoire des femmes de pouvoir? C'est quoi votre, le message, le sens? Alors, en fait, on a choisi d'écrire, de faire ce livre. Je crois qu'il faut bien coller le micro parce que on a choisi de faire ce livre pour montrer qu'en fait, ce fameux plafond de verre dont on parle sans cesse concernant le pouvoir des femmes a déjà été percé en réalité. Ça fait des années. On commence avec Cléopâtre, des siècles. Oui, on commence avec Cléopâtre, que des femmes ont su exercer le pouvoir en France et dans le monde entier et l'ont fait très bien. Alors, la grande différence, très souvent par rapport aux hommes, s'il fallait faire une sorte de schéma, c'est peut-être leur rapport à la conquête du pouvoir et parfois à l'exercice du pouvoir. Mais elles savent très bien le faire. C'est ce qu'on a voulu démontrer, en fait. Voilà, c'est un collectif d'auteurs. Hein. Voilà, c'est un collectif d'auteurs. Vous avez écrit une vingtaine d'auteurs. Moi, j'ai écrit le portrait d'Élisabeth II. Et j'ai écrit la préface et il y a de nombreux historiens et journalistes qui ont consacré 19 chapitres à des personnalités femmes. Mais justement, comment vous avez choisi ces 19 femmes depuis Cléopâtre jusqu'à aujourd'hui Angela Merkel? Écoutez, on les a choisis pour qu'il y ait un échantillon le plus large possible. Donc, on a aussi Brunehaut, on a aussi des dirigeantes contemporaines comme Golda Meir, qui est par exemple qui a été première ministre d'Israël en 69, qui est une figure assez intéressante dont on parle peu. Alors évidemment Angela Merkel. On les a choisis en fonction de leur personnalité, leur manière d'exercer le pouvoir. Il y a des grandes différences dans l'exercice du pouvoir entre ces femmes. Je pense à Cléopâtre, par exemple, la première, qui a été la première femme à gouverner seule, en fait. Hein. Oui, alors Cléopâtre, ce qui est amusant, c'est que, par exemple, concernant Cléopâtre, on voit que la manière dont son règne a été relaté par des hommes, très souvent, a pu être déformée. Et concernant cette spécificité de l'exercice du pouvoir féminin, je dirais, alors les généralités sont toujours dangereuses, mais très souvent il y a plus de sens collectif, moins d'hubris, moins de cet orgueil démesuré, de quête narcissique. Elles sont souvent moins sensibles aux dérives courtisanes, moins animées par un désir de conquête, mais il y a toujours, vous allez me dire, on trouve toujours des contre-exemples. Hein, oui, et puis il y a toujours l'envie du pouvoir quand même. Et toutes les femmes, parce que par exemple aujourd'hui nous sommes dans une époque où en Europe beaucoup de femmes sont au pouvoir. Premier ministre, mais par exemple Liz Truss n'a pas été un exemple d'efficacité extraordinaire en Grande-Bretagne. Voilà. Bon. Donc je ne sais pas parce qu'on est femme qu'on exerce bien le pouvoir, mais néanmoins ces femmes-là, on les a choisies parce qu'on a trouvé qu'elles ont bien su exercer le pouvoir, ce qui n'empêche pas parfois des dérives, bien sûr. Vous dites un pouvoir rarement idéalisé. Vous dites ça d'entrée dans le livre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambition de conquête, en quelque sorte, comme chez les hommes, souvent, qui rêvent du pouvoir, qui l'idéalisent, qui le visualisent, etc. Vraiment, elles ont quand même la volonté d'aller au pouvoir. Oui, enfin oui et non, parce que quand on regarde notamment les reines, certaines reines qui sont arrivées au pouvoir, très souvent elles arrivent au pouvoir par défaut, ou sachant qu'en France, la loi salique a longtemps dicté sa règle, elles arrivent au pouvoir parce qu'un homme ou leur fils, par exemple, est trop jeune pour exercer le pouvoir. Donc
même Elisabeth II, d'une certaine façon, elle arrive au pouvoir par... même si on peut aussi s'interroger sur le pouvoir réel qu'a eu Elisabeth II. J'allais y venir parce que c'est votre chapitre, mais on va en parler un peu. Elle a eu un pouvoir de l'image quand même très fort et symbolique. Cléopâtre aussi a joué beaucoup sur l'image. Elle mettait en scène tout ça. Mais bien sûr, ouais. oui. Je ne dis pas que ces femmes sont toutes des saintes. Néanmoins, elles ont su montrer que l'exercice du pouvoir au féminin, ça se passe très bien et que ce n'est pas obligatoirement l'apanage masculin. Vous êtes tous les trois des journalistes politiques et vous écrivez, vous Anne Fulda, la politique demeure un monde à part, un monde d'hommes, singulièrement dans les régimes présidentiels. Alors, c'est paradoxal avec ces femmes qui sont au pouvoir politique. Alors en France, par exemple, ce qui est quand même assez frappant, c'est que ce sont dans les deux régimes présidentiels que sont la France et les États-Unis que jamais une femme n'est arrivée au pouvoir suprême. Aux États-Unis, il y a plusieurs tabous qui sont tombés. Il y a eu un président catholique avec Kennedy, un président noir avec Obama, jamais de femme. Alors, est-ce que c'est lié à la personnalité des candidates, en l'occurrence qu'il y a eu récemment, ou à autre chose? En France, c'est la même Hillary chose. Clinton, par exemple. En France, c'est la même chose. Jamais. Oui. Alors, on a eu des femmes premières ministres. Pas toujours simple. Edith Cresson. Edith Cresson, qui sont en général quand même nommées quand la situation est très compliquée. Donc, et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de femme qui a été présidente sous la Ve République. Alors vous avez écrit un portrait d'Élisabeth II dans un régime non présidentiel, parce que là on parle d'un régime présidentiel, qui est un régime justement monarchique. En quoi la reine d'Angleterre a-t-elle été une femme de pouvoir qu'en réalité elle n'avait pas? Alors oui, c'est une monarchie constitutionnelle. Elle a eu un pouvoir de l'image exceptionnel. Ça a été, on l'a beaucoup dit quand elle a disparu, une espèce d'icône planétaire en fait. La reine d'Angleterre, c'est comme... ces personnages, enfin, on reconnaissait même sa silhouette dans le monde entier, quoi. Donc, dès son couronnement, elle a pardon, grâce au sac à main notamment, dont le fait qu'il passe d'une main à l'autre avait une signification. Oui, ça veut dire j'en ai marre, barrez-vous. Voilà, exactement. Quand elle avait un interlocuteur, qu'elle passait son sac à main, c'était signe d'impatience. Ça voulait dire arrêtons maintenant. Et alors, ce qui est intéressant, ne mettez pas votre sac à main parce qu'on va être embêté. Et donc, effectivement, elle n'avait pas le pouvoir exécutif. Ouais. Néanmoins, elle avait cette fameuse rencontre avec le Premier ministre, qui d'ailleurs, c'est une tradition qui se perpétue. Chaque semaine, une fois par semaine, en tête-à-tête, où, a priori, tous les sujets étaient abordés. Et tous les premiers ministres successifs qui ont connu Elisabeth II ont dit tout de même qu'ils étaient impressionnés par la personnalité et la pertinence des questions qu'elle posait. Donc, et surtout, elle incarnait une forme de permanence, évidemment. Et vous racontez aussi comment elle mettait une robe aux couleurs de l'Europe, pour dire qu'elle était pro-européenne, ou encore qu'elle mettait un bijou que lui avait offert Obama quand elle recevait Trump, pour lui dire, écoute, toi t'es bien gentil, mais c'est Obama que j'ai dans le cœur. Enfin, comme elle ne peut pas exprimer d'opinion politique, on lui prête, enfin les experts de la couronne qui sont nombreux, lui prêtaient des opinions politiques en fonction de la couleur de ses habits, d'une broche, d'un bibi, ce fameux chapeau bleu avec des petites étoiles jaunes qui évidemment a été interprété comme un signe en faveur de l'Europe. Vous qui connaissez bien les méandres de la politique française, on aura un jour bientôt une femme présidente? C'est la question piège, hein. Je vois que vos camarades sourient. Je n'en sais rien. Non, bien sûr, vous n'en savez rien. Mais est-ce que la société va aller vers ça forcément? Parce que l'Europe, quand même, s'est beaucoup tournée vers les femmes. Je pense au Danemark, je pense à l'Allemagne, plein d'autres pays. Peut-être. On voit quand même qu'effectivement, il y a une femme qui est arrivée au deuxième tour de la présidentielle lors de la dernière élection et que son nombre de voix progresse de manière constante. Après... non, mais ça serait bien qu'une femme, alors elle ou une autre, mais arrive au pouvoir en France, pour vous? Oui, forcément, il n'y a pas de raison. Ça serait bien si elle a les mêmes capacités qu'un homme. Bien sûr, c'est pas, comprenez-moi bien, c'est pas un plaidoyer pour dire il faut qu'il y ait des femmes partout. Parce que, voilà, même si je trouve que le pouvoir féminin peut être intéressant, c'est pas, les femmes ne doivent pas être choisies parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles sont pour leurs capacités. Pour leurs compétences, bien sûr. Anne Fulda, on reparlera du journalisme dans un instant avec nos autres camarades. Jean-François Cohen, vous vouliez réagir là? Je voulais faire une remarque à votre question. Oui, allez-y. Un dilemme. Si je réponds, hélas, oui, ça veut dire que je suis anti-féministe?
Peut-être anti-Le Pen. Oui, c'est ça. C'est anti-féministe ou anti-Le Pen. Féministe ou Mais anti-Le si on Pen. parle d'elle, mais moi je disais une femme dans l'absolu. Je disais pas forcément Marine Le Pen. Hein. Bah, oui, mais s'il y en a une qui est au pouvoir, Pour l'instant, la ça serait question, elle, il faut être clair. Ou Clémentine S'il y a une Autain. femme au pouvoir, ça sera celle-là, aujourd'hui. Dans les Aujourd'hui, prochaines c'est- années, bien sûr. Alors Jean-François Kahn, puisque vous avez pris le micro, alors c'est un long parcours de vie, hein, 60... Comme il faut. Je veux dire, d'abord, c'est très intéressant. Oui, son le livre. bouquin est passionnant de Adam Et- Fulda. De quelle petite remarque pour qu'il y ait un- D'abord, avant Cléopâtre, il y a eu des femmes qui avaient tout le pouvoir. Sémiramis, l'exemple de Sémiramis est frappant. Elle a plus de pouvoir que Cléopâtre, en vérité. On a découvert je ne sais pas si vous connaissez, près de Châtillon, il y a un musée avec le trésor de Vix. Je ne sais pas si vous connaissez le trésor de Vix. C'est qu'on a découvert donc le trésor d'une prince gauloise, 4e siècle avant Jésus-Christ, d'une princesse gauloise. Elle avait tout le pouvoir. Alors c'était une petite principauté, mais d'après ce qu'on a, elle avait tout le pouvoir. D'autre part, il y a une femme chez nous, en France, qui est quand même un exemple inouï, qui est Catherine de Médicis, qui a dominé 3 rois. Bien Henri sûr. II, François II, Charles IX. Mais elle est dans le Elle les bouquin a d'Adam Fulda, dominés hein. complètement. Elle les écrasait de son Oui, pouvoir. Donc ça a été inouï. On a eu le cas de Catherine II de Russie, que elle a pris le pouvoir parce qu'elle a tué son mari pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc elle a vraiment... Elle fait partie des exceptions dont je parlais. Ah, d'accord, voilà. Donc voilà ce Oui, que je oui, veux bien faire. sûr. Oui, oui. Alors Jean-François, vos livres, hein, c'est un long parcours de vie, 70 ans quasiment de journalisme, de vie politique. Comment vous êtes devenu journaliste? Est-ce que c'était une vocation en vous parce que vous êtes un journaliste politique, vous êtes aussi politique quelque part. J'étais prof d'histoire, j'étais très jeune, j'avais des élèves quasiment de mon âge, c'était terrible. Un jour, on m'a dit que j'avais la possibilité d'être journaliste, j'avais aucune envie d'être journaliste, c'était pas du tout une ambition pour moi. Mais bon, par pure lâcheté, parce que j'ai fui l'enseignement, j'ai profité de l'occasion et je suis devenu journaliste. La guerre vous a beaucoup marqué, enfin toute votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse a été marquée par la guerre. Est-ce que ça a imprimé dans la suite de votre parcours forcément votre Non. carrière, vous en parlez beaucoup dans le premier volume hein, de cette période-là. Oui, parce que c'est des mémoires, mais on ne peut Oui. pas dire que ça m'a marqué, non. On ne peut pas dire que ça m'a marqué. Vous posez quand même cette question dans le tome 1 de votre saga. Que Marqué retient... parce que j'étais obsédé à l'école Oui. qu'on mangeait du pâté de poisson. Et pour moi, c'était ça le fait qu'on était arrivé vraiment, qu'il n'y avait plus rien à bouffer. Et maintenant, c'est devenu un plat absolument recherché. C'est le summum, c'est de manger du pâté de poisson. C'est comme les topinambours, hein, c'est devenu très à la mode alors qu'à l'époque de la guerre c'était autre chose. Vous posez cette question dans ce livre. Que retient-on? Alors ça c'est une question intéressante en tant que journaliste. Comment on retient les choses de la vie, de l'actualité? Comment vous répondez à cette question, vous? C'est très compliqué parce que il y a des choses que je retiens parce que je l'ai écrit. À partir du moment où j'ai été journaliste et grand reporter, j'ai pris des notes, je l'ai écrit, donc on le retient pour ça. L'intéressant, c'est avant, comment on retient. Bah, ça, c'est difficile à vous répondre parce que c'est toute une philosophie sur la mémoire. C'est il faut l'interroger, il faut l'interpeller, il faut la critiquer, sa mémoire. Sans quoi on peut être intoxiqué par elle. Voilà. Alors ça c'est la réponse dans la partie de l'histoire de votre vie, mais dans le travail, comment on fait pour déterminer ses choix journalistiques? Qu'est-ce qu'on retient dans ce qu'on veut dire aux autres et ce qu'on veut faire passer aux autres? J'en sais rien. Vous avez fait ça au fur et à mesure en fonction de vos sensibilités? Oui. Non, mais de toute façon, normalement, on doit tout retenir. Non, mais la vérité, c'est qu'évidemment qu'il y a une sélection. Eh bien oui. Il y a une sélection. Mais on ne se l'avoue pas, la sélection. Robert, vous voulez dire un petit mot? Oui, parce que précisément, moi je crois que ça fait partie d'ailleurs du cœur de mon roman. Quand vous posez la question que retient-on, ne serait-ce que dans une journée d'information, le problème c'est qu'on ne retient pas grand-chose, sauf ce que imposent effectivement les médias, et en particulier aujourd'hui les médias dominants que sont, même s'ils ne le sont pas encore en audience, je pense qu'ils sont en matière d'information, c'est-à-dire les chaînes d'information. Audiovisuel, oui. Or, toute la question est de savoir ce qu'on doit retenir.
Quand vous regardez un journal télévisé, par exemple, de 20 heures aujourd'hui, c'est une espèce de millefeuille. Moi qui l'ai dirigé pendant quasiment 20 ans, j'essayais d'éviter cet écueil. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, tout est mauvais et que ce journal n'est plus ce qu'il était. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais ce que je constate, car c'est un fait objectif, quand vous regardez un 20 heures et que vous tournez le bouton à 20h30, vous dites au fond, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus la hiérarchie de l'information qui est quand même l'un des fondements de notre métier. Quand vous regardez les chaînes d'infos aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On n'en sait pratiquement rien puisque le choix des chaînes d'infos, c'est de traiter une information et de la surtraiter au détriment de toutes les autres. C'est-à-dire que les deux codes fondamentaux de l'information, mais qui conditionnent le que doit-on retenir dans une journée, c'est-à-dire la vérification des sources, la validation de l'information et surtout la hiérarchie de l'information, ont pratiquement disparu de l'activité quotidienne des radios. Alors, on va reparler parce que votre bouquin parle beaucoup de ça et des réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-François Kahn, que au fond, dans une journée d'actualité, on a du mal à retenir quelque chose aujourd'hui? Il le raconte bien, on fait un roman policier sur ce thème, c'est très intéressant, je suis assez d'accord. Donc ça veut dire que l'information aujourd'hui, comment vous la vivez, vous? Comment vous la voyez? Comment vous vous informez, par exemple? Comment je suis informé? Oui. Peut-être que je ne suis pas informé. Et même peut-être désinformé. Non, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai que les radios en continu, par exemple, les télévisions en continu, comme elles sont en continu, quand il y a du vide, il faut remplir le vide. C'est aussi clair que ça. Il y avait, comment s'appelle la fille là, avec laquelle Hollande a dialogué en direct à la télé? Ah oui. C'est une affaire qui a été traitée à la télé, à la radio, or qu'il n'y a pas d'affaire. C'était du vide total, mais comme c'était un jour de vide, il a fallu remplir le vide. Et pendant une semaine, on a créé une affaire avec tout le monde réagissait, tous les hommes politiques réagissaient, alors qu'il n'y avait rien, tout était faux. Bon, enfin, ce qu'il y a aujourd'hui, qui est nouveau, c'est une emprise très forte. D'ailleurs, je crois qu'il y a de la radicalité, enfin, de mon point de vue, de l'extrémisme, de droite et de gauche sur les médias, à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Moi, j'ai fait une expérience qui était intéressante. D'ailleurs, au fond, je suis content de l'avoir fait. C'est que, à partir de il y a 5 ans, j'ai senti qu'il y avait un vrai danger. Qu'il y avait un vrai danger de poussée énorme de l'extrême droite, de dégringolade de la gauche démocratique, de dégringolade de la droite modérée. Bon. Donc, je ne dirigeais plus de journaux, mais j'ai voulu l'exprimer. À 3 reprises, j'ai essayé de m'exprimer dans les tribunes libres, débat du Monde, pour leur dire, en gros, arrêtez vos conneries. Si vous laissez la gauche, l'extrême gauche, dans ces délires absolument extraordinaires, vous allez avoir l'extrême droite. C'est à vous de tirer le signal d'alarme et de dire arrêtez, vous allez avoir l'extrême droite au pouvoir. C'est pas ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. 3 fois. 3 fois, il me dit, très intéressant, mais on ne peut pas passer ça chez nous. C'est pas possible, c'est critique. 3 fois, j'écris des tribunes libres pour Le Figaro, pour leur dire la même chose. Mais attendez, si vous continuez vos surenchères à droite, vous allez tuer la droite. La droite va mourir et on va avoir l'extrême droite au pouvoir. Ah, c'est très intéressant, mais on ne peut pas passer ça chez nous. Voilà la réalité, il ne faut pas se raconter de blagues. Mais Anne Fulda, vous qui êtes de presse écrite, si on ne sacrifie pas à un extrémisme ou à un autre, aujourd'hui, c'est très difficile de s'exprimer. Ça, c'est une réalité. Ouais. Anne Fulda, vous qui êtes dans la presse écrite, cette pression des médias de l'audiovisuel, comment vous la vivez, comment vous la ressentez, ou ce que disent Robert et Jean-François? C'est évident. Bon, moi, désormais, je ne suis plus l'actualité politique. Je m'occupe d'une rubrique portrait, donc qui est quand même. Oui, vous êtes un peu pas de côté, oui. Néanmoins, c'est évident que. Ce que dit Jean-François Kahn, il y a une radicalisation évidente et le rôle et l'influence des réseaux sociaux est déterminant. Parce que, d'abord, il y a on est submergé d'informations. Lorsqu'on a tous un petit téléphone comme ça et on a tous des alertes et on croit être informé, d'abord on a des informations partielles. En général, on a une information qui est résumée à une phrase. Et si on continue à regarder les réseaux sociaux, effectivement,
ne s'expriment et ne surnagent que les opinions tranchées. C'est noir ou blanc. La nuance, le gris n'existe pas sur les réseaux sociaux. Ce que permet la presse écrite. La presse écrite, c'est l'inverse, c'est la réflexion, voilà, c'est le temps long. Ce que permet la presse écrite et la télévision bien faite aussi, c'est possible aussi. La nuance peut aussi s'exprimer en télévision, même si c'est plus difficile. Mais... Jean-François, avant de passer au roman de Robert, vous n'avez pas voulu parler de votre parcours beaucoup. L'année 56 qui a beaucoup changé votre vie, l'année 84 quand vous avez créé... J'ai fait 2 volumes, alors si on parlait, on serait encore là demain soir. Bon, alors très bien. Mais dites-nous quand même pourquoi vous avez créé l'événement du jeudi, pourquoi vous avez voulu passer de l'autre côté, c'est-à-dire devenir patron de presse en quelque sorte. Mais pour la raison que je viens de dire. Alors, ce que je viens de dire, c'est aujourd'hui. Mais quand il y a eu 81, l'élection de Mitterrand, il y a eu un peu le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a eu une radicalisation de la gauche pour qui, ça y est, on avait gagné en triomphant, tout nous était permis, tout est à nous, et une hystérisation de la droite qui ne concevait pas de plus être au pouvoir. Et donc la presse était sur cette ligne. Donc j'ai senti le besoin de dire non, il faut créer quelque chose d'autre, qui ne soit pas prisonnier ou de cette hystérisation d'un côté, ou de cette espèce de tout nous est permis de l'autre. D'abord le réel, qu'on regarde en face le réel. Aujourd'hui dans les journaux, l'idée qu'est-ce qu'il faut à penser est plus important que la réalité elle-même. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de créer ces journaux. Et la pensée unique dans la presse, c'est toujours le cas d'après vous? Plus. Voilà, c'est ça, parce que vous avez écrit un livre là-dessus à un moment. Quand j'ai lancé le concept de pensée unique, il y avait cette tendance-là. Pour dire la vérité, c'était un peu polémique de ma part. On ne peut pas dire qu'il y avait une pensée unique. Vous êtes un peu polémique. C'est qu'il y avait une tendance médiatique à une espèce d'uniformisation de la pensée. Mais c'est plus vrai aujourd'hui. Et alors la tendance d'aujourd'hui, c'est quoi? Je pose. Après, j'irai à Robert. Non, mais c'est le buzz, c'est l'immédiateté. Non, d'abord, c'est la priorité à l'audience. Quand vous écoutez la radio, attendez, vous écoutez. Moi, j'ai plus de télé, j'ai pas de télé chez moi. J'écoute que de la musique à la radio. Et quand par hasard j'écoute la télé ou la radio, c'est hasard. À un certain moment, tous les jours, c'était Zemmour. Après, j'ai eu tous les jours Mélenchon. Maintenant, j'ai tous les jours Sandrine Rousseau. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut être extrémiste pour passer à la télé ou à la radio. Et si on dit n'importe quoi, alors là, on passe 2 fois plus. Je m'élève un peu en faux. Moi, je viens de la radio, donc on donne la parole un peu à tout le monde quand même. Enfin, on essaye. Hein, mais vous les donnez, mais je vous dis, moi, ce que j'écoute. Oui. Donc, vous êtes tombé au mauvais moment, peut-être. Moi, c'est ce que j'écoute. Alors, c'est incroyable de tomber aussi souvent au mauvais moment. Robert Namias... Non, mais on essaie de donner la parole à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est des personnalités qui interviennent plus que d'autres. Robert Namias, vous dénoncez... Vous ne devriez pas dire ça, parce que Non, mais je dis gentiment. Bien sûr. Parce que ce que les gens critiquent dans les médias, c'est leur difficulté de faire leur autocritique. Donc, il ne faut jamais donner l'impression qu'on nie un phénomène pour ne pas se remettre en cause. Non, il faut au contraire analyser les responsabilités. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, qui est extrêmement grave, en particulier si l'extrême droite arrive au pouvoir. Si on le souhaite, c'est très bien, ça je respecte. Mais si on ne le souhaite pas, la responsabilité des médias sera énorme. Et les médias doivent regarder ça en face. Ils doivent accepter d'analyser les raisons, leurs propres... Pas les seuls, les politiques doivent analyser leurs raisons, les intellectuels doivent arrêter les raisons. Je dois analyser mes responsabilités, mais les médias doivent analyser leurs responsabilités. Mais c'est ce que fait Robert Namias avec... Alors vous avez choisi le polar pour parler des médias. C'est un moyen pratique pour dénoncer des choses? Oui, c'est une forme de roman à laquelle je crois parce que, au fond, faire un essai sur l'information, ce qui est dit là et ce qui vient d'être dit par Jean-François notamment, on le retrouve dans mon livre, mais plutôt que de faire un essai qui sera lu par 300 personnes, ce n'est pas la recherche systématique d'une très forte audience, mais c'est la volonté de partager quand même avec le plus grand nombre. Moi, j'ai fait ce métier toujours avec la volonté de partager avec le plus grand nombre. C'est pour ça que j'ai travaillé plutôt à TF1 que dans un média beaucoup plus ciblé, à Europe 1 que dans un média beaucoup plus ciblé, et même dans la presse écrite, dans des médias très larges et très généralistes. Bon. Mais je pense que effectivement, nous ne serons et nous ne retrouverons en tant que journalistes et en tant que médias une véritable crédibilité que si on est capable de faire l'analyse de nos erreurs et d'assumer des responsabilités, de ne pas dire que nous ne sommes que des observateurs neutres, etc. C'est pas vrai. Les choix permanents qui sont faits,
Et l'irruption dans le paysage médiatique, journalistique et audiovisuel des chaînes d'information, notamment depuis une quinzaine d'années, mais surtout depuis une dizaine d'années et même moins, a changé radicalement le regard sur ce métier, mais la façon dont on devrait le faire. Mais en même temps, excusez-moi, mais Ouais. vous le mettez en exergue de votre livre, c'est presque pas nouveau. Hein, Absolument. et je vous cite, enfin je cite Zola Une d'ailleurs, parce que citation c'est de Zola Zola, qui l'a ouais. écrit. Mon inquiétude unique devant le journalisme, c'est l'état de surexcitation nerveuse dans lequel il tient la nation. 1888. Oui, oui, absolument. J'ai trouvé cet exergue qui a été repris depuis un peu partout d'ailleurs. Moi, je vais vous dire, je suis parti d'une affaire assez récente quand j'ai regardé, il y a 2 ans à peine, je ne sais pas si vous vous souvenez, une soirée, une nuit de totale folie des chaînes d'information, mais de la presse écrite également, notamment du Parisien, mais d'autres, parce que les autres, il n'y a que Le Monde qui avait la chance, comme ça, il sortait l'après-midi, de ne pas... Oui, mais le digital permet d'entrer dans cette folie de aussi ne pas maintenant. c'est-à-dire écrire, que- oui, mais enfin bon, de ne pas écrire les bêtises qui ont été écrites par la plupart des quotidiens et le déferlement médiatique. Je parle des prétendus retrouvailles de Dupont de Ligonnès. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, à 10h du soir, vous allumez à la télévision, on avait retrouvé Dupont de Ligonnès. C'était à peu près il y a un an. Dans et un demi. aéroport à Amsterdam, Voilà, je sais plus où, oui. non, plutôt en Écosse ou, Oui. ou en Irlande, etc. Mais c'était pas lui. Ça a été une folie, mais absolue. Et comment est née cette folie? Par ce qui se passe habituellement, c'est-à-dire une source policière qui a nourri l'information des journalistes, et puis on s'en est tenu à cette source policière. Il n'y a pas eu de vraie validation, de vraie vérification, il n'y a pas eu de recul par rapport à cette information. Et quand j'ai vu ça, en me disant, mais vraiment là, on est chez les fous, j'ai repensé à un emballement médiatique qui a été sans doute le plus gigantesque fait divers de ces 40 dernières années en matière médiatico-politique, qui s'est passé au début des années 2000 et qui est au cœur d'ailleurs de mon roman. Donc je ne veux pas en dire beaucoup plus parce que j'espère qu'on lira le roman et qu'on découvrira à la fin. Bon, on peut dire le début, il y a un patron de presse qui se fait assassiner, Oui. voilà, et Oui. puis et un ancien flic. Et puis après, Voilà. Et on essaie médias de- et policiers font un peu la guerre pour on essaye chercher de qui est le comprendre coupable. Oui. pourquoi ce sont ceux-là et pas d'autres qui ont Oui, été assassinés dans une histoire qui manifestement est liée, et on le comprend à la fin, car on tombe sur le fait divers que j'ai remodelé, réécrit évidemment, mais qui est celui des années 2000. Or, ce fait divers, qui a été un emballement meurtrier humainement, meurtrier psychologiquement, et je crois d'une certaine manière meurtrier tout court, parce que celui qui est en cause est mort peu après, et à mon avis, des conséquences psychologiques et pathologiques de ce fait divers. La vérité, c'est que une chaîne comme TF1, dont j'étais le patron, a été quasiment à l'origine. C'est-à-dire qu'on a non seulement participé à cet emballement médiatique, mais on l'a amplifié. Oui, de manière un de vos considérable. héros, il le dit, je le cite aussi parce que ça m'a frappé cette phrase, c'est un de vos flics, je crois qu'il dit ça, ou le patron d'une télé, on ne donne plus l'info, on la fabrique. Voilà. Bon, et ce qui m'a frappé, Mais c'est vraiment le que, cas euh, Parfois à partir d'une info Ouais. qui est réelle, à partir du moment où elle est malaxée, et puis où on y ajoute le commentaire, et puis on y ajoute un nouveau commentaire sur le commentaire, où est l'information originale? Elle est totalement recréée. Et à un moment donné, la recréation de l'information est plus intéressante, fait plus d'audience que l'information elle-même. Donc, on l'amplifie encore. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai effectivement écrit ce livre car j'ai découvert, à propos de l'incident, du pont de Ligonnès, dont je parlais tout à l'heure, que aucun enseignement de ce fait divers, quand même, qui avait agité toute la presse dans les années 2000, n'avait été tiré. Et que même c'est l'inverse, qu'un certain nombre de patrons de journaux, qu'un certain nombre de responsables de presse ont nié leur responsabilité dans cette affaire. Moi, j'ai été très vite autocritique. J'ai assumé mes responsabilités sur cette affaire et j'ai été très vite autocritique sur la façon dont on avait globalement réagi et ce qui posait la question à la fois, en effet, de la manipulation des flics, ce qui a été le cas dans l'affaire du pont Ligonnès,
des journalistes manipulés par les flics, mais des journalistes qui utilisent également les flics. Tout le monde manipule tout le monde. Et c'est vrai aussi dans les rapports, très souvent, entre les politiques et les journalistes. Et aujourd'hui en plus, il y a les réseaux sociaux qui sont une nouvelle puissance moyennant quoi c'est de manipulation. C'est ajouté depuis quelques années avec les chaînes d'infos notamment, mais pas uniquement, parce que c'est vrai de la presse écrite, parce que c'est vrai de la radio. Les conditions économiques n'ont plus aucun rapport avec ce qu'elles étaient il y a 10, 15 ans ou 20 ans. La presse est dans un état de déshérence, la presse écrite épouvantable. Les radios ne vont pas très bien et les télévisions ne gagnent pratiquement plus d'argent. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ou 30 ans. Donc la course à l'audience, pour notamment ce qui concerne les chaînes privées, les journaux qui eux-mêmes vivent de publicité, etc. Pour avoir la publicité, il faut avoir l'audience. C'est aussi bête que ça et aussi simple. Et donc il faut avoir le maximum d'audience. Et pour aujourd'hui avoir le maximum d'audience, eh bien il faut créer du buzz. Il faut chercher, notamment en ce qui concerne les radios dont vous êtes et les chaînes de télévision, la petite phrase qui va être elle-même commentée, qui va créer une nouvelle information. Et on rentre là dans un cercle non pas vertueux, mais un cercle vicieux qui, in fine, devient de la quasi-désinformation. Et Jean-François disait tout à l'heure, je ne vois que Mélenchon, je ne vois que Sandrine Rousseau, je n'ai vu que Zemmour, et je ne verrai je ne sais pas qui dans 6 mois ou dans 1 an. On ne sait plus en réalité quelle est l'influence réelle, le pouvoir réel, l'adéquation réelle du discours de ces gens avec la réalité du pays, puisque précisément il y a un tel phénomène loupe, un tel effet loupe sur leurs projets, sur leur discours, qu'il n'y a plus qu'au moment électoral, on l'a vu avec Zemmour par exemple. L'effet loupe de Zemmour, la France entière était zémourienne en décembre 2021. Puis on s'est aperçu en avril 2022, bah voilà, il y avait 7% de la France qui adhérait au projet de Zemmour. Et c'est vrai pour énormément de choses. Alors je sais que mon discours aujourd'hui gêne beaucoup, encore que moi j'ai vérifié qu'au fond beaucoup de journalistes étaient plutôt d'accord avec ça, mais qu'il y a des tas de raisons pour lesquelles ils n'osent pas trop le dire. Mais nous on a la chance, notamment Jean-François et moi, de pouvoir le dire parce que d'abord on est libre de tout. Oui, vous avez quitté un peu le circuit. Quoi. Est-ce que, j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas ni de cracher dans la soupe. L'environnement est différent, le contexte est totalement différent, la politique elle-même, en France et ailleurs d'ailleurs, est radicalement différente de ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Donc il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant. Moi je ne dis pas du tout que c'était mieux avant, la preuve. Je pense que les emballements médiatiques et la citation de Zola est là pour dire que des phénomènes que l'on décrit, on les a toujours connus. Mais aujourd'hui, ils ont pris une ampleur différente et ils se sont installés, notamment dans le domaine politique, à la place du discours politique. C'est le choix des journalistes qui crée finalement le discours politique. Anne Fulda, quand vous entendez tout ça, alors évidemment on s'éloigne un peu des femmes de pouvoir, mais les femmes qui sont au pouvoir peuvent-elles modeler la manière dont se passent les choses dans le pays qu'elles dirigent ou pas? Oui, les femmes comme les hommes. Moi je crois dans le bon sens et dans la sagacité des citoyens et des téléspectateurs, lecteurs. Donc je pense qu'à un moment où ils vont ressentir, ils ressentent déjà d'ailleurs cette espèce de submersion par des informations en rafale, non fouillées, etc. Et je pense qu'il va y avoir, enfin j'espère, mais je crois voir des petits signes annonciateurs de ça, un espèce de sursaut, de désir d'information plus en profondeur. On voit bien que je regarde mes enfants par exemple qui s'informent totalement différemment que je le faisais par exemple, mais qui sont néanmoins informés. Je vois mon fils, il écoute beaucoup de podcasts par exemple. Il a besoin comme ça d'avoir des informations. Alors c'est peut-être minoritaire, mais je suis sûre que c'est quelque chose qui va se développer. Que face à J'allais vous dire, il est peut-être minoritaire parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent les chaînes d'infos. Et d'ailleurs, Robert le dit dans son bouquin, le comportement du non, mais spectateur. Après, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les gens qui regardent les chaînes d'information. Ouais. On peut aussi apprendre des choses à l'instant T sur des chaînes d'information. Là, c'est vrai, quand il y a des événements, une élection, etc., on peut vouloir regarder les chaînes d'information. Néanmoins,
je pense et j'espère qu'il pourra y avoir peut-être un sursaut pour des informations plus fouillées, des regards plus distancés que celui donné par des informations, par des médias qui privilégient toujours l'instantanéité et peut-être une forme de sensationnalisme. Voilà. Jean-François, vous êtes optimiste sur l'évolution des médias à l'avenir? Anne dit j'espère que ça change un peu. Je peux plus être optimiste puisque je n'ai plus l'âge d'en créer. Mais vous pouvez être optimiste sur la planète, sur l'avenir, sur les autres. Non, cher c'est une Jean-François. plaisanterie. Non, sur les médias, je ne sais pas. Il y a un procès. C'est exactement comme si vous me disiez, est-ce que je suis optimiste sur la guerre d'Ukraine? Ça peut déboucher sur la guerre mondiale, comme ça peut demain déboucher sur un compromis. C'est très difficile. Oui, mais vous En sentez revanche, bien, vous sentez la société, vous, donc vous pouvez, je suis voilà. optimiste, d'abord de tempérament. Je pense que ce qu'on a vécu, et qu'il faut se poser la question comment ça se fait, qui est non seulement une poussée d'extrême droite, on vous aurait dit il y a 20 ans une extrême droite à 32%, vous ne l'aurez pas cru, une quasi-disparition de la droite modérée, dite républicaine. Quand j'étais jeune, la droite, on appelait ça les modérés. Là, ça vous fait marrer aujourd'hui quand vous pensez qu'on disait les modérés. et la façon dont la gauche démocratique s'est vendue, quelque part, à une gauche d'extrême gauche, je pense qu'il va y avoir une réaction. Je pense qu'il va y avoir, dans ce pays, il va y avoir quelque chose, un dynamique, les gens vont prendre conscience. Déjà, ils prennent conscience. Quand ils voient ce qui se passe à l'Assemblée, quand ils voient les convergences à l'Assemblée, quand ils voient les mensonges, quand ils voient comment... Je lisais l'autre jour un député insoumis qui critiquait le budget. C'est son droit, c'est la démocratie de critiquer le budget. Peut dire, vous dépensez pas assez pour les pauvres, vous donnez trop aux riches, enfin on peut tout dire. Le type il dit, votre budget austéritaire. On a le budget le plus en déficit. Et peut-être qu'on a eu raison qu'ils soient en déficit. C'est grâce à ça qu'on a une augmentation des primes moins fort qu'ailleurs, etc. Mais un déficit énorme. Comment le pic, il ose dire ça? Comment il peut dire, devant une situation où on a mis des milliards, comment il ose dire ça sans rire, sans rire? Comment il ose dire un budget austéritaire? Les gens sont, je le sens quand les gens m'ont parlé, il y en a marre. De droite et de gauche, de la droite, de la gauche, il y a une espèce de sectarisme, de dogmatisme, d'hystérisation qui fait que les gens ne vont plus l'accepter. Et je crois qu'il va y avoir la renaissance, vraiment, alors est-ce qu'on appellera encore la droite ou la gauche, j'en sais rien, mais disons d'une gauche vraiment démocratique et républicaine, d'une droite vraiment républicaine, libérale et modérée. Je crois qu'on va le vivre. Bon, vous êtes très enthousiaste, en tout cas ça c'est beau. On passe du journalisme à la politique, mais enfin c'est un peu lié. Le mot de la fin, Robert Damas, vous comment voyez l'avenir? Le mot de la fin, sur le plan politique, je suis un peu moins optimiste et ça n'était pas l'objet du débat donc, que Jean-François. Je pense que ce qu'il décrit là pourra peut-être arriver, mais que nous n'y sommes pas du tout et qu'on ne sait pas par quelle phase on pourrait passer avant d'arriver à ce que décrit Jean-François, y compris éventuellement un succès que l'on considérait comme absolument impensable il y a encore, mais au présidentiel de 2017 en tous les cas, ça ne fait jamais que 5 ans, un succès de l'extrême droite et de Le Pen n'est pas complètement exclu, mais enfin bon, c'est un autre débat, c'était pas notre débat. Ce que je veux dire, c'est que non seulement moi, je critique les chaînes d'info, mais en même temps, je pense que c'est l'avenir de l'information, en tous les cas audiovisuel. On ne peut plus revenir en arrière maintenant. On n'en reviendra pas en arrière. C'est l'Amérique qui nous a amené ça, non? C'est tout l'objet d'ailleurs de mon roman, c'est d'être une sorte de cri d'alerte. Je ne donne de leçons à personne, mais je dis attention, vous allez devenir le média majoritaire, parce que je pense qu'en termes de leadership, d'information, quand on voudra être informé, on passera des réseaux sociaux directement aux chaînes d'infos et on va zapper un certain nombre de médias. Oui, vos chaînes d'infos dans votre bouquin sont en concurrence directe avec les 20h et c'est même la vraie guerre entre le 20h et le... Oui, mais alors je pense que cette guerre est perdue par les 20h dans les quelques années qui viennent, peu importe que ce soit 5 ans ou 10 ans. Elles ne se ressemblent pas toutes, les chaînes d'infos. Et elles ne se ressemblent pas toutes. Déjà, elles ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Mais ce qui est sûr en tous les cas, c'est que compte tenu du fait qu'elles vont avoir une forme de leadership, il est très important qu'elles soient conscientes de leurs responsabilités. Voilà.
Messieurs, dames, merci. Débat passionnant. Il pourrait durer des heures et des heures. Alors, je renvoie à ce très beau livre d'Anne Fulda, Les femmes de pouvoir, avec des portraits magnifiques, dont le vôtre de la reine Elisabeth, le polar de Robert Namias, Mortelle Comédie, et puis les 2 volumes des Mémoires d'Outre-vie de Jean-François Kahn, qui se lisent aussi comme un roman, parce que votre vie est quasiment un roman, cher Jean-François. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.